Bonjour à tous. Une généalogie du mal, ou plutôt de sa banalité. À partir de 12h55, rendez-vous avec l'écrivain allemand Chris Kraus pour La Fabrique des salauds chez Belfond. 900 pages dans la tête d'un monstre, ancien nazi passé au Mossad. Un homme qui ne recule devant aucune trahison pour sauver sa peau. Un ouvrage essentiel pour comprendre le XXe siècle dont nous sommes issus, recommandé par notre critique maison, Monsieur Dispute Arnaud Laporte. Mais d'abord, plus jeune lauréat à 26 ans du prix Strega en 2009 avec La solitude des nombres premiers, son premier roman à lui, le jeune prodige de la littérature italienne a encore grandi, voire vieilli, et il est maintenant un écrivain dont on attend le prochain roman. Et bien le voilà, tout juste traduit et publié en France au Seuil, Dévorer le ciel, c'est son titre. Paolo Giordano est notre invité, à écouter sur France Culture jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. L'adolescence, à quoi ça tient? À un fil, à un désir d'y croire et d'être ensemble peut-être. Bonjour Paolo Giordano. Bonjour Olivia. On n'en finit jamais de connaître les gens et parfois il vaudrait mieux ne pas commencer. D'où viennent ces mots? C'est vous qui les avez écrits, ils sont dans le roman, mais où les avez-vous trouvés? Les trouvez-vous sages, justes ou peut-être un peu trop prudents? Non, je ne crois pas dans ces mots, absolument. Ils sont les mots des parents. Et il ne faut pas être trop obédient quand on est jeune. Et on sait que le rencontre dans la jeunesse est la seule possibilité de changer et de découvrir la vie. Et c'est ce qui passe à Teresa, qui est le personnage du roman. Mais aussi après, non? On attend toujours les rencontres avec des autres qui peuvent nous changer. Il y a des rencontres qui vous ont changé, vous, et des rencontres qui vous ont déçu? Oui, beaucoup, je crois. Et dans une certaine façon, tous mes livres parlent de ça, parlent des rencontres. Et ils commencent avec des rencontres. Et je crois qu'il y a toujours un espoir quand on rencontre quelqu'un qui peut changer des choses, qui peut changer nos pensées. Et on est toujours prêt aussi pour la trahison, non? C'est de ça aussi que parle le roman beaucoup, parce que quand on s'ouvre à la possibilité de l'autre, on s'ouvre aussi à la possibilité de trahison, comme on dit. Oui, trahison, la déception. Oui, et ça aide beaucoup à grandir. Voilà, on voit que vous parlez d'expérience peut-être, Paolo Giordano. Revenons donc au cœur de ce roman. Teresa, comme chaque été, part chez sa grand-mère en vacances dans les Pouilles et elle va faire la rencontre de ces trois garçons, trois frères, qui se baignent là le premier soir quand elle arrive dans la piscine, qui vont être pour elle une rencontre charnière. Et ils vont grandir ensemble. Le roman se passe sur près de 20 ans. Berne, Tommaso, Nicolas, ça c'est les trois garçons, et Teresa. Qu'est-ce qu'on gagne à faire connaissance avec vos personnages? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? De nous, peut-être aussi. Ouais, j'ai utilisé je ne sais pas comment dire, c'est pas une technique vraiment, mais on peut dire une technique très précise pour écrire ce roman-ci. Je voulais être le plus proche que je pouvais aux rencontres qu'on fait dans la vie réelle. Et une chose qu'on apprend, je crois, quand on devient adulte, c'est que les autres n'arrête jamais de nous faire des surprises. Et parfois, ces surprises sont des surprises qu'on ne voulait pas. Et si on croit ça, comme écrivain, on devrait traiter les personnages dans une certaine façon. C'est-à-dire, je ne voulais pas les anticiper. Jamais. Donc, j'ai écrit ce roman, je crois, avec les yeux bandés un peu, sans anticiper jamais ce que le personnage pouvait faire ou allait faire. Et j'attendais qu'il me surprenne à un certain point.
Et c'est passé beaucoup de fois. Et donc, ça a été très similaire avec ce qui passe avec les autres. Quand on connaît quelqu'un, on ne sait jamais où ça va nous amener. Donc c'est une invitation à vous faire confiance, à vous suivre dans cette rencontre que vous-même vous avez fait comme romancier avec vos personnages, à nous ouvrir à eux, à accepter peut-être d'être trahi par eux, mais aussi d'être séduit par leur amitié, par leur amour, parce que c'est aussi un roman d'amour très présent dans ce sujet, et c'est un roman sur la nature. Alors on va y aller directement tout de suite avec vous pour comprendre, Paolo Giordano, en quoi c'est un enjeu important aussi pour le romancier que vous êtes aujourd'hui. Ces adolescents, on peut dire qu'ils sont en quête de sens, peut-être comme tous les adolescents aujourd'hui. Vous diriez que dans ce sens-là, ce sont vraiment des enfants de l'époque, des enfants de ce début du XXIe siècle? Oui, je crois qu'il y a des gens, chaque époque nous présente des personnages qui sont neufs dans et j'ai essayé d'être le plus ouvert possible à ces nouveautés de la réalité qui était autour de moi et aussi d'observer les jeunes qui étaient autour de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes ils sont pleins de nostalgie pour un temps où il y avait des idéaux plus clairs, plus forts, et on ne devait pas choisir entre beaucoup de possibilités. Mais en même temps, ils ont leur propre... leurs nouveaux idéaux. Et beaucoup de ces idéaux sont liés à la nature, comme tu disais. Et je crois que c'est la littérature qui devrait nous présenter ces changements dans la tête des gens. C'est pas après d'un jugement ou d'un pensée très rationnel, mais c'est juste la possibilité d'être, perméable, on peut dire ça en français, perméable aux choses qui passent autour de toi. Alors ils ont des modèles, cette jeunesse, comme l'agriculteur japonais Masanobu Fukuoka, partisan de l'agriculture naturelle, et de son petit livre rouge à lui, ou petit livre vert. Ici, c'est la révolution d'un seul brin de paille, paru en 1975. On va écouter, pour faire connaissance avec cet homme, un extrait d'un film paru en anglais, Autour de lui, en 1981. Des étudiants du monde entier viennent suivre son enseignement, séduits par sa réputation d'enseignant et de philosophe, et sa qualité de porte-parole de l'agriculture naturelle au Japon. Les étudiants vivent dans des huttes installées dans le verger et participent aux tâches agricoles. La plupart arrivent à l'improviste, ils restent quelque temps, puis repartent. D'autres restent des années. Le confort est très sommaire. Les étudiants vont chercher l'eau au ruisseau, cuisinent avec un poêle à bois et s'éclairent à la bougie ou à la lampe à pétrole. Ils vivent de leurs propres récoltes, plantes sauvages, légumes, fruits et poissons d'eau douce. Ils travaillent dur chaque jour, leur travail varie avec les saisons et le temps. Et c'est une expérience qu'ils ont envie de faire, vos jeunes, dans ce roman Paolo Giordano, celui d'une agriculture plus naturelle. Nous pratiquions, écrivez-vous, une agriculture du non-agir, ne pas agir là où la nature s'y employait elle-même. Nous voulions comprendre son intelligence et l'exploiter au maximum à notre avantage. Et nous voulions régénérer tout ce dont on avait violemment privé cette terre. Ailleurs, sur cette rencontre qu'ils font avec ce livre et les préceptes de cet homme, Fukuoka, nous aimions surtout les premiers chapitres où Fukuoka découvre sa mission après une nuit d'épuisement et le prions de sauter la partie assommante sur la culture du riz, puisqu'il n'y aurait jamais personne pour cultiver du riz dans les Pouilles. Or, il exigeait de tout lire, sinon nous raterions des intuitions capitales. En réalité, il voulait juste mesurer notre fidélité à la cause. Au moment des 4 principes, nous les énumérions en chœur, plaisantant sur notre dévouement, mais y croyant de tout notre être, ne pas cultiver,
Pas de fertilisants chimiques, ne pas désherber, pas de dépendance envers les produits chimiques. Nous avions le sentiment d'être le début de quelque chose, le début d'un changement. Chaque instant avait la pureté d'un réveil. Ça, c'est ce qui va les faire rêver. Ça va être l'utopie de cette jeunesse au moment où on la rencontre avec vous. Ce Fukuoka, il avait quelque chose d'un précurseur ou d'un gourou? Les deux, je crois. Chaque changement doit commencer avec un peu d'utopie, non? Et je crois qu'il faut un peu d'utopie dans chaque jeunesse. Parce que autrement, c'est très triste de penser à la jeunesse sans des idéaux absolus et la possibilité de changement. Mais ce que je trouve, il y a beaucoup de gens, des gens qui décident d'amener des vies comme ça, non? Il y en a en France, dans les Pouilles, beaucoup. J'en ai vu beaucoup, mais il y en a aussi en France et dans toute l'Europe. Et c'est une chose, je crois, très contemporaine. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ce mot-là, la régénération. Parce que je crois que c'est la génération qui est jeune maintenant, mais comme la nôtre un peu, a un destin très bizarre, parce que c'est comme la première génération qui doit régénérer quelque chose, pas, comment on dit, exploiter, non? Exploiter, pas consommer, mais régénérer et essayer de remettre les choses en ordre. Et on sait ça avec le climat, avec l'environnement, on sait tout ça, mais c'est un destin et c'est un rapport avec l'espoir et l'utopie très différent de laquelle avait la génération avant de nos parents. Et il y a une prise de conscience par rapport aussi à cette génération d'avant, par rapport à la manière qu'ils avaient de vivre et qu'on avait de consommer, régénérer, et peut-être le sentiment aussi d'avoir à réparer quelque chose. Oui, absolument. C'est intéressant aussi sur la question des modes d'action. Après avoir été délogé de son olivier au Fortin, par exemple, votre personnage, Berne, réalise que résister ne suffisait plus. C'est la question aujourd'hui de comment agir, comment faire vite. Vous êtes, vous, italien, Paolo Giordano, et après les années 70 et 80 et le rouge des brigades, on ne peut plus penser la radicalité aussi, peut-être de la même manière. Ces activistes verts qui sont au cœur de votre roman, comment agissent-ils pour se faire entendre? Jusqu'où sont-ils prêts à agir? Oui, on n'est plus dans les années 70, mais la radicalité est tout autour de nous, je crois. Et ces années ont montré plusieurs formes de radicalisme. En France, on l'a connu très bien. Et ce que je crois est que on pense beaucoup que le radicalisme, c'est une chose qui est seulement de l'autre personne. Moi, je ne suis pas radical dans rien, mais je crois que le radicalisme est une chose qui est dans chacun. Et ça dépend beaucoup de l'endroit où on est grandi, des possibilités qu'on a eues pour faire quelque chose de cette tension vers le radicalisme. Et le roman montre comme ces différents personnages, les réactions différentes des personnages, quand ils se trouvent dans la lutte, dans la vraie lutte pour sauver ces arbres et tout ça, il y a quelqu'un qui reconnaît le moment de s'arrêter. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas cette ligne. Et parce que je crois que cette ligne est assez fine. Et donc le personnage principal du roman, il s'abandonne à cette lutte et il n'arrive pas à s'arrêter dans le moment où il devrait. Il y a un autre personnage très important dans ce roman, le vôtre, Paolo Giordano,
c'est la région dans laquelle s'ancre cette histoire, c'est les Pouilles. Et c'est ce combat que cette jeunesse mène pour défendre les oliviers qui sont l'or vert des Pouilles. Le Fortin, cette région, cette forêt d'oliviers qu'on y retrouve, va être attaquée par une épidémie, une maladie, une petite bactérie qui ravage tout. On l'appelle la lèpre des oliviers, la Xylella, si je prononce bien, et qui est née ou a été détectée pour la première fois en Italie en 2013, et retrouvée une fois en France, qui inquiète beaucoup les producteurs d'oliviers, parce qu'elle peut tuer des millions d'arbres. Oui. Au moment de l'écriture de ce roman, on était en plein dans cette crise-là pour vous? Oui, j'ai vécu assez de temps dans les Pouilles. On tous connaît les Pouilles pour les vacances, pour les masseries, pour ces endroits merveilleux, pour la mer. Mais j'ai commencé à aimer cette région aussi pendant l'hiver ou pendant le printemps, quand c'est beaucoup plus vide et beaucoup plus froid et beaucoup plus dans l'abandonnement. Et j'aime beaucoup la campagne de cette place. Et c'est vrai que si on a été là et on a vu ces oliviers les plus vieux qu'il y a là-bas, qui ont centaines d'années, bien, ils sont quelque chose de vivant. Ils sont tout pareils à des animaux. Et donc, quand on les voit mourir pour cette épidémie, c'est une chose très, très forte. Et pendant ces dernières années, j'ai vu toute une partie de la région à partir du sud, où les oliviers sont morts, et, comme des grands cimetières. Mais après, les réactions des gens qui vivent là-bas sont très différentes, parce qu'il y a eux qui ne veulent pas que les arbres soient abattus, et il y a eux qui disent si on n'abatte pas les arbres, la Xylella va les tout tuer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Avec nous, jusqu'à midi et demi, le romancier italien Paolo Giordano, à l'occasion de la parution de son nouveau roman, Dévorer le ciel. C'est au Seuil, et c'est un plaisir de vous recevoir parce que, vous savez, dans notre saison à nous, c'est celle de la rentrée littéraire, et avec nous, on ouvre aussi celle de la rentrée littéraire étrangère, de la littérature étrangère. Paolo Giordano est notre invité. Aside from oaks and maples, I'm lucky enough not to know which southern bows can take the weight. Not just the corpse, but the shock of the fall. Tug, jitter, and shake. Spanish moss, mangroves, or mangroves of Spanish moss. In my mixed school, in the last big city before Canada, we played beneath weeping willows in a failed landfill. A schoolyard that was a swamp in Boston with stockades, muskets, and smallpox. In 6th grade, we studied Africa. Well, actually, the whole diaspora. I read Langston Hughes to a mostly white audience, and I haven't stopped since. At recess, we would break branches of the willows and trip kids and whip legs. But that year, we played race tag. When we tapped, our designated victims' epithets were hollow. Kraut, kite, Nick, wop, nigga, wasp, Oreo. 1981. See, 3 years prior, a Southie had tried to stab a brother in a suit and a briefcase with an American flag in Government Square in a battle over riding the bus. The flagpole was metal.
I remember that from the photo. And I have consulted no archive of any sort, digital or otherwise, for this recounting. Which is why I'm lucky enough not to know which tree could hold my cousin's weight, or the jolt of his corpse before swinging a note. Spring, cool. Spring cool Carolina night. Lui aussi est dans l'actualité musicale. Cette fois, le batteur de jazz français Simon Goubert avec le rappeur de Boston Mike Ladd, extrait du nouvel album de Simon Goubert, Nous verrons, sorti dans les bacs le 6 septembre. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Ce qui est étonnant dans ce roman aussi, Paolo Giordano, Dévorer le ciel, votre roman, c'est comment vos personnages sont définis par leur lecture. De la Bible de Cesare au roman policier que lit la grand-mère, du Baron Perché de Berne à la Révolution d'un seul brin de paille dont on parlait tout à l'heure de Danko. S'il devait y avoir un livre qui vous contiendrait, vous, tout entier, lequel serait-ce ? Oh, c'est très difficile à dire. Mais si on parle partout de la fin des livres, on lira jamais plus, jamais rien, c'est tout fini. Et quand je écrivais ce livre, je pensais que pour moi, seulement certains livres ont changé vraiment des choses. Ils ont changé ma foi, on dit foi, et ma façon de voir les choses, les personnes. Et aucun des livres qui sont dans Dévorer le ciel sont les miens. Ce sont les livres de Berne. Si je devrais dire un, pour moi, peut-être Dostoïevski a été très important. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans. Et tu sais, quand on lit les livres à 17 ans, ils ont un pouvoir spécial. Et aussi un livre de Günter Grass, je ne sais pas comment on dit en allemand le titre, mais Il tamburo di latte. Le tambour. Ouais. On vous sent dans ce roman quand même fasciné par les arbres pour en parler et les décrire comme vous le faites, comme Berne aussi, votre personnage, dont le livre de chevet à lui est, on l'évoquait, Le Baron Perché d'Italo Calvino. Écoutons la voix du maître. Je crois que ce n'est pas un livre, que ce n'est pas une image d'évasion complètement. Et c'est une image de solitude, c'est une image de volonté, c'est une image d'obstination. D'accord. Mais est-ce que vivre dans les arbres, est-ce la même chose, par exemple, que se retirer dans une tour d'ivoire ? Non, je proteste contre cette interprétation parce que mon personnage a une vie proche à la vie de son temps. Il participe aux luttes de son temps et il a des amours et il ne se refuse pas à rien de ce que fait la vie des hommes. Oui. Peut-être être sur les arbres, c'est un moyen d'être plus proche à celui qu'on vit sur la terre. Parce qu'on voit mieux, on voit davantage de choses. Oui, parce qu'il y a cette distance que c'est un mieux de voir mieux. Italo Calvino, en 1960, grimpait dans les arbres pour adopter une certaine hauteur de vue, nous dit-il, et peut-être, en fait, est-ce une manière d'être plus proche des hommes ? C'est assez beau cette manière de le raconter. Quels sont vos refuges, à vous, Paolo Giordano ? Où écrivez-vous ? Ou d'où regardez-vous ? J'ai toujours la tentation d'aller sur un arbre et ne pas descendre. Et c'est pour ça, je crois que j'ai choisi le Baron Perché. Mais l'écriture même est une façon pour rester un peu à l'intérieur de la vie et un peu à l'extérieur. C'est un peu comme aussi Teresa qui raconte toute l'histoire. Elle commence par regarder qu'est-ce qui se passe
dans son jardin et elle observe, mais elle n'est pas avec les autres gens. Et je crois que c'est un peu la condition des écrivains. On ne partage pas beaucoup les expériences parfois, mais on les regarde, on les observe beaucoup et on voudrait être là-bas, mais on ne peut pas, je ne sais pas pourquoi. Et comment on les regarde, les écrivains, aujourd'hui, en Italie? Quelle place ont-ils dans le débat public? Je crois que les écrivains ont regagné une place assez importante, spécialement dans les dernières années. On a eu un très mauvais gouvernement, si on peut dire ça. et les écrivains... On redonnait de la voix? Oui, on parlait beaucoup, ils ont fait des actions réelles. Et je crois qu'il y a toujours deux possibilités pour les écrivains. Il y a quelqu'un qui décide d'agir tout de suite et il y a quelqu'un qui attend que ce sentiment du temps, de l'époque, lui l'amène vers un nouveau livre, vers une nouvelle narration de tout ça. Mais les deux choses sont très importantes. Il y a beaucoup de dimensions encore dont on n'aura pas le temps de parler avec vous, Paolo Giordano, dans ce roman « Dévorer le ciel » qui paraît au Seuil avec une traduction de l'italien au français de Nathalie Bauer. Mais on invite les auditeurs à le lire pour voir et entendre tout ça. Notamment, vous dessinez dans ce roman les contours de la femme italienne en femme forte, maîtresse de son destin à l'image de Teresa, impulsive et obstinée dans les yeux de sa mère, mais aussi de Floriana, de Giuliana ou encore de la grand-mère de Teresa. Vous montrez aussi la confrontation des deux mondes, celui des paysans et des riches propriétaires, à savoir aussi ce qui les oppose encore. Et enfin, vous décrivez cette nature qui nous rapproche le plus du sacré d'une très belle manière, à l'image de Césarée qui dit à Teresa « Les arbres peuvent nous inspirer le sentiment du sacré, je ne le nie pas, mais leur âme n'est pas semblable à la nôtre, et pourtant, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Des cadeaux regardent au-dessus de nous. » Merci beaucoup à vous, Paolo. Merci Olivia.